Maxime Chatham, de son vrai nom Maxime Drouot, voit le jour le 19 février 1976 à Herblay, dans le Val d'Oise, au sein d'une famille modeste et sans lien particulier avec le monde littéraire. Dès l'enfance, il se dessine chez lui une fascination pour l'ombre plus que pour la lumière. Les films d'horreur qu'il regarde en cachette, les bandes dessinées macabres qu'il dévore sous les draps, avec une lampe torche, les histoires de fantômes que lui raconte son grand-père constituent les premières briques d'un imaginaire qui ne cessera de s'assombrir. À l'école, il est un élève moyen, rêveur, souvent puni pour avoir griffonné des monstres au lieu de prendre des notes. Ses professeurs se souviennent d'un garçon silencieux, presque trop poli, dont le regard semblait scruter l'abîme. Adolescent, il découvre Stephen King, James Herbert et Clive Barker. Ses lectures le bouleversent au point qu'il décide, à 15 ans, qu'il sera écrivain. Il remplit des cahiers entiers d'histoires sanglantes et de créatures difformes. Mais il sent rapidement qu'il lui manque une véritable méthode. Après le baccalauréat, il s'inscrit en lettres modernes à l'université, tout en enchaînant les petits métiers. Vendeur de disques, employé de night-club, puis, pendant 2 ans, criminologue stagiaire au sein de la police judiciaire. Cette immersion dans la réalité du crime, autopsie, scène de meurtre, interrogatoire, marque un tournant irréversible. Il comprend alors que la peur véritable ne naît pas forcément du surnaturel, mais de l'homme lui-même. Cette révélation deviendra la colonne vertébrale de toute son œuvre. En 2001, sous le pseudonyme de Maxime Chatham, anagramme partiel de son nom, et hommage à la ville écossaise de Chatham, où il rêve un jour de vivre, il publie L'âme du mal, premier volume de la trilogie du mal. Le roman qui met en scène l'inspecteur Brolin face à un tueur en série d'une cruauté inouïe connaît un succès immédiat. Les critiques parlent d'un Stephen King français, formule qui l'agace autant qu'elle le flatte. Suivront alors In Tenebris, Maléfice, puis la série Ludivine Vainqueur, Autre monde pour la jeunesse, et des one-shots comme Le Signal ou Le coma des mortels. En 25 ans, il vendra plus de 8 millions d'exemplaires, sera traduit dans une 40aine de langues, et deviendra l'un des auteurs de thrillers les plus lus en France. Pourtant, derrière la réussite éclatante, se cache une blessure profonde, un chagrin qu'il n'a jamais totalement surmonté, et qui, paradoxalement, alimente son écriture. Au fil des années, Maxime Chatham a vu s'effondrer autour de lui un grand nombre d'amitiés nouées dans le milieu de l'édition. Des éditeurs qu'il considérait comme des frères se sont révélés cupides ou manipulateurs. Des auteurs proches ont trahi sa confiance pour un contrat plus juteux ou une place médiatique plus visible. Des attachés de presse, autrefois chaleureuses, ont soudain cessé de répondre à ses messages dès lors qu'un nouveau prodige apparaissait. Il a assisté, impuissant, à des guerres d'ego, à des calomnies, à des coups bas qui dépassaient en noirceur tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses romans. Un jour, lors d'un dîner, un ami de 15 ans lui a avoué sans ciller avoir saboté la sortie d'un de ses livres pour favoriser le sien. Cette trahison-là fut la goutte d'eau. Depuis, Maxime Chatham porte en lui une méfiance viscérale envers l'être humain. Il a confié un soir, dans une interview confidentielle accordée à un magazine littéraire, cette phrase qui le résume peut-être le mieux. « Le monde réel était bien plus terrifiant que tout ce que j'écris. Dans mes livres, le mal a une logique, une esthétique,
presque une noblesse. Dans la vie, il est petit, mesquin, gratuit. Il ne croit plus aux amitiés professionnelles durables. Il limite ses apparitions dans les salons, refuse la plupart des dîners parisiens, et quand il accepte une interview, il préfère les journalistes qu'il ne connaît pas, car il sait qu'ils n'ont aucun intérêt à le trahir. Cette désillusion l'a rendu solitaire, parfois cynique, mais elle a aussi affûté son regard. Ses derniers romans sont plus sombres, plus cruels, presque cliniques dans leur description de la bassesse humaine. Et puis il y a Faustine. Faustine Bollaert, animatrice télévisée rayonnante, voix chaude et sourire solaire, entre dans sa vie en 2012. Comme une évidence, lui, l'homme qui ne croit plus en rien de bon chez autrui, se retrouve désarmé face à cette femme qui rit fort, qui pleure devant les films, qui n'a pas peur de dire qu'elle l'aime au bout de 3 semaines. Leur rencontre a lieu lors d'une sémission littéraire où elle l'interviewe. Il est venu avec son armure habituelle. Réponse courte, regard fuyant, sourire poli. Elle, au contraire, pose des questions personnelles, ose parler de la peur de mourir seule, de la difficulté d'être mère et femme publique. Quelque chose se brise en lui ce soir-là. Il se revoit, dîne, parle jusqu'au matin. Elle devient la seule personne au monde capable de le faire rire aux éclats. Ils se marient en 2014, dans l'intimité, loin des caméras. 2 enfants naissent. Une fille en 2015, un garçon en 2018. Maxime, qui avait juré ne jamais vouloir d'enfant, trop de mal sur terre, trop de souffrances à transmettre, se découvre père attendri, presque naïf. Il lit des histoires à ses enfants le soir, invente des monstres gentils, construit des cabanes dans le salon. Faustine ne sentit le rempart contre le cynisme. Quand il rentre d'une journée de promotion, où il a encore été déçu par quelqu'un, elle l'attend avec un plat de pâtes et un câlin qui dure 10 minutes. Il a dit un jour, les yeux humides, à un ami proche. « Faustine m'a prouvé que le bien existe encore. Sans elle, j'aurais fini par ne plus écrire, ou par n'écrire que des fins où tout le monde meurt. » Aujourd'hui, Maxime Chatham vit entre Paris et une maison en Provence, où il s'isole plusieurs mois par an pour écrire. Il court toujours, plus vite même, comme s'il voulait exorciser la noirceur avant qu'elle ne l'engloutisse totalement. Ses romans sont plus matures, moins démonstratifs dans l'horreur, plus chirurgicaux dans l'analyse psychologique. Il ne cherche plus à effrayer pour effrayer. Il veut comprendre pourquoi l'homme choisit si souvent le pire. Il signe toujours ses livres au feutre noir, d'une écriture nerveuse, et ajoute parfois, pour les lecteurs qui le lui demandent, cette dédicace, que la lumière gagne, même un peu. Car malgré tout, il y croit encore un peu, à cause de Faustine qui dort contre lui la nuit, à cause de ses enfants qui lui sautent au-dessus le matin en criant « Papa !» et à cause de ses lecteurs qui lui écrivent pour lui dire que ses livres les ont aidés à traverser le deuil, la dépression ou la peur. Maxime Chatham, l'homme qui a vu le pire de l'homme et qui en a fait son métier, reste, au fond, un romantique écorché. Il écrit des histoires terrifiantes pour que, peut-être, le monde réel paraisse un peu moins sombre. Et quand il éteint la lumière le soir, il serre la main de Faustine et se dit que, finalement, il a gagné la seule bataille qui vaille, celle de ne pas devenir le monstre qu'il décrit si bien. Ainsi va la vie de celui qu'on appelle le Stephen King français, un cœur brisé par les trahisons du milieu littéraire, raccommodé par l'amour d'une femme et de 2 enfants, et qui continue
livre après livre, à explorer l'abîme pour mieux nous rappeler qu'il existe encore, quelque part, une lueur.